nous allons supprimer efficacement toute discrimination, quelle soit. Si la conduite de ces étrangers laisse à désirer, notre justice sera prête à les expulser du territoire de la République. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Ils ont en commun d'être arrivés aux affaires en étant jeunes, d'avoir lutté pour la liberté et la dignité humaine, d'avoir fait une carrière politique brève et d'être assassinés pour leurs principes avant l'âge de 40 ans. Vous l'avez compris, il s'agit de Thomas Isidore Noël Sankara et de Patrice Emery Lumumba. Plusieurs décennies après, il reste dans la mémoire collective des Africains parmi les personnalités politiques les plus illustres du continent. En 1958, les choses commencent véritablement pour Patrice Lumumba. De retour de l'exposition universelle de Bruxelles, qui a présenté à ses yeux une image paternaliste et peu flatteuse envers son peuple, il crée à Léopoldville le MNC, Mouvement National Congolais. La même année, il se rend à la conférence des peuples africains à Accra. Dès son retour, il organise une réunion et revendique l'indépendance du pays sous joug colonial belge. En 1959, la répression des mouvements nationalistes amène Lumumba en prison, alors que le camarade Joseph Kasavubu, dirigeant de l'Abaco, est déporté. Les autorités belges pensent alors en avoir fini avec les leaders de la lutte indépendantiste. Elles appellent alors des représentants de l'opinion congolaise autour de la table. Ceux-ci refusèrent de siéger sans Lumumba. Il est alors libéré. Dans l'improvisation la plus totale, l'indépendance est accordée le 30 juin 1960. Aux premières élections générales, le MNC l'emporte haut la main. Dans un souci d'unité nationale, Joseph Kasavubu est nommé président de la République. Patrice Lumumba se contente du poste de Premier ministre. Lors de la cérémonie de l'indépendance, Lumumba prononce un discours dont voici un extrait. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos textes furent spoliés, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même.
Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que nous n'étions admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que nous avons voyagé à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périt tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Ce discours se fait rapidement sentir dans la population et même dans quelques casernes. Des officiers et cadres belges sont chassés, malmenés, voire tués pour certains. Lumumba évince les officiers belges qui étaient encore dans l'armée, qu'il entend désormais africaniser. En 10 jours, la Belgique envoie 11 000 soldats belges pour soutenir la sécession de la province du Katanga. C'était une occasion de diviser pour mieux régner. Et le tout avec l'accord de l'OTAN. L'Union soviétique et des pays du tiers-monde veulent soutenir Lumumba. La situation devient inquiétante. Les leaders locaux se regardent en chiens de faïence. Le climat politique est délétère. L'ambiance morose. Le conflit est imminent. L'ONU fait dans le clair-obscur en parlant de conflit intérieur. La Belgique reconnaît l'indépendance du Katanga. Lumumba en appelle à la solidarité africaine. Le président Joseph Kasavubu, apparemment moins charismatique, révoque Lumumba. Décidé à rester en fonction, Lumumba bénéficie de la motion de maintien du Conseil des ministres et du Parlement. Il destitue lui-même le président pour haute trahison. Avec le soutien de la CIA, Lumumba est victime de coup d'État. Un autre Joseph prend le pouvoir, Mobutu. Mobutu est aux commandes. Lumumba est alors assigné à résidence surveillée. Il s'échappe avant d'être arrêté avec 2 de ses partisans. Ils sont conduits par avion à Elisabethville et acheminés dans une petite maison où ils seront ligotés, torturés et humiliés. Dans la soirée de ce 17 janvier 1961, à 22h45, le moment fatal est arrivé. Lumumba est fusillé avec ses 2 camarades. Pour Thomas Isidore Noël Sankara, les choses démarrent à la fin des années 1970. Après son parcours scolaire brillant et une formation militaire qui le consacre officier, Sankara commence son engagement dans le ROC, regroupement des officiers communistes,
avec d'autres officiers comme Henri Zongo, Boukari Kaboré, Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Boukari Lingana. Témoin de la scission de la société voltaïque entre les personnalités politiques et la petite bourgeoisie urbaine politisée, en toile de fond de scandales financiers à répétition, Sankara et ses frères d'armes nourrissent l'ambition de moderniser le pays. En 1980, un coup d'État éclate. Sankara n'y participe pas sans néanmoins le condamner. À cause de sa popularité, il est nommé secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement de Césaire. Rapidement, il démissionne en fustigeant la suppression du droit de grève et déclare à la télévision « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Fin de citation. Il en paie le prix en se voyant dégradé et chassé de la capitale. En 1982, un autre coup d'État survient. Jean-Baptiste Ouédraogo est au pouvoir. Sankara devient Premier ministre. Fidèle à ses principes, il dénonce ouvertement le rapport néocolonial qui lie la Haute-Volta à la France. La punition tombe encore. Il est limogé et mis en résidence surveillée. Mais c'était sans compter avec les manifestations. Les manifestations populaires se multiplient. Le pouvoir cède en libérant Sankara. Il faut désormais prendre les choses en main. Le 4 août 1983, l'heure est arrivée pour Sankara et compagnie. Le coup d'État est consommé. Sankara, président, change le nom du pays. La Haute-Volta cède la place au Burkina Faso. Il met en place les CDR, Comité de défense de la Révolution, qui retirent aux chefs traditionnels leurs pouvoirs féodaux. Les dépenses de fonctionnement sont diminuées. Les ministres doivent rouler en Renault 5. Les salaires sont ponctionnés de 5 à 12%. Les importations de fruits et de légumes sont interdites pour inciter à la consommation locale. Il milite pour le refus du paiement de la dette extérieure, dénonce la politique africaine de la France et le soutien des États-Unis à Israël. Il appelle les pays africains à boycotter les Jeux olympiques de 1984. Sa rigueur. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous parle de mérite de ceux qui payent et de perte de confiance vis-à-vis de ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au contraire dire que c'est normal aujourd'hui. Nous devons au contraire reconnaître que les plus grands voleurs sont les plus riches. Un pauvre, quand il vole, ne commet qu'un larcin ou une peccadille, tout juste pour survivre par nécessité. Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les douanes et qui exploitent le peuple. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Et son intégrité commence à faire des mécontents, même dans son entourage proche. La frustration fait son nid. Les relations avec son bras droit se détériorent au point qu'ils ne se parlent même plus. Le clivage se précise.
Les supputations et rumeurs alimentent la méfiance. Le 15 octobre 1987, dans l'après-midi, l'horreur est sur le point de se produire, alors que Sankara et ses compagnons sont en réunion à la salle du Conseil de l'Entente. Un commando fait irruption. Intègre jusqu'au bout, Sankara demande aux autres de ne pas bouger, comprenant qu'il était l'homme à abattre. Un héros vient de tomber avec 12 autres personnes.